Eh bien, écoutez, nous allons démarrer maintenant ce webinaire. Donc, je suis ravie de vous accueillir ce matin pour ce premier webinaire de l'année universitaire consacrée à HAL et que vous propose le CCSD. Nous serons trois aujourd'hui à animer ce webinaire. Donc, Sébastien Mazarez, qui est coordinateur des portails HAL, Pascal Lubino, ingénieur pédagogique au CCSD et qui a manifestement quelques difficultés avec sa caméra, mais voilà. Nous vous prions de vous nous en excuser. Et puis moi-même, qui suis donc responsable de l'animation des communautés d'utilisateurs de HAL au CCSD. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue pour ce webinaire qui est consacré au déploiement de la prise en charge de la validation technique des dépôts dans HAL. Ce webinaire sera, pour information, ce webinaire sera enregistré. Et vous pourrez le retrouver sur la chaîne Canal U du CCSD. Donc, durant ce webinaire d'1h30, nous allons vous présenter plusieurs points. Le premier, c'est que nous allons vous faire découvrir l'activité de validation technique des dépôts dans HAL et nous vous présenterons le dispositif d'accompagnement que le CCSD met en place pour les établissements qui souhaitent se lancer. Euh, Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques informations concernant le contexte de la mise en place de ce déploiement national. Donc, vous le savez tous et toutes, nous sommes dans le cadre de plans nationaux pour la science ouverte, 1 et 2, qui identifient HAL comme l'archive de la recherche française. D'autre part, l'ANR et les autres agences de financement, mais ce n'est que, comment dire, ce n'est pas exclusif, demandent le dépôt dans HAL du texte intégral des publications issues de projets financés. Et dans ce contexte, au niveau local, les universités, les organismes de recherche et les grandes écoles se dotent également de politiques institutionnelles de dépôt et dédient des ressources, pardon, excusez-moi, et dédie des ressources à la science ouverte. Vous avez ici les données qui sont issues de l'enquête qui a été menée l'année dernière auprès des établissements pour identifier en fait la dynamique de mise en place de ces politiques institutionnelles en faveur de la science ouverte. Vos établissements, que ce soit donc des universités, des organismes de recherche ou des grandes écoles, dans leur cadre de leur politique institutionnelle, dédient ont un volet publication qui privilégie massivement la voie verte, donc les archives ouvertes. Vous avez ici effectivement les proportions comment dire, de, d'incitation entre les différentes voies d'accès, les voies de publication en accès ouvert. Dans ce contexte, ces politiques ont un impact élevé sur le nombre de dépôts en texte intégral dans HAL. Dans la mesure où HAL est tu la vois privilégiée pour les établissements de l'enseignement supérieur et la recherche pour mettre en œuvre l'accès ouvert aux publications, ces politiques, donc nous constatons, nous observons un nombre important et en constante augmentation de dépôts qui sont faits dans HAL en 2025. Nous en sommes à peu près à 100, un peu moins de 170 000. Donc le défi pour nous est à la fois d'absorber l'augmentation de ce volume annuel de dépôts dans HAL avec un texte intégral, tout en garantissant un délai rapide de mise en ligne pour les chercheurs. Donc, le CCSD s'est emparé de cette question de la prise en charge de la validation technique, anciennement modération des dépôts dans HAL, depuis maintenant quelques années, en impliquant tout d'abord l'Assemblée des partenaires par la mise en place d'un groupe de travail qui a été l'occasion de réunir différentes compétences, différentes expertises issues à la fois des partenaires et tutelles du CCSD, mais également des membres de l'Assemblée des partenaires. Ce groupe de travail animé par Agnès Magron a été l'occasion d'identifier des leviers pour inciter à la prise en charge de la validation technique des dépôts dans HAL.
À la suite de ce travail mené au sein de l'Assemblée des partenaires, le comité d'orientation du CCSD, et je vous invite à vous rendre sur le site du CCSD pour en savoir plus sur la gouvernance du CCSD. Donc, le comité d'orientation du CCSD a, comment dire, procédé à des recommandations qui portait à la fois sur une clarification du vocabulaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la validation technique des dépôts d'oral consiste à la mise en ligne du dépôt avec fichier et ou avec annexe, et d'un point de vue facultatif, à la curation des métadonnées. D'autre part, le comité d'orientation a délimité le périmètre de la prise en charge de cette validation technique, puisqu'aujourd'hui, nous considérons qu'elle est liée à l'utilisation d'un portail HAL. Et enfin, au niveau plus opérationnel, il a été décidé de mettre en place une coordination interne au CCSD pour organiser et mener ce déploiement national de la prise en charge de la validation. Donc, comment est-ce que nous nous sommes organisés au CCSD pour ce projet? Donc, dans un premier temps, nous avons travaillé sur un premier axe qui est la formation. Et j'inviterai Pascal à vous présenter plus en détail les actions qui ont déjà été menées. Merci Hélène. Alors, je vais effectivement détailler pour ma part les actions menées sur l'axe donc de travail concernant la formation. L'objectif était ici d'accompagner la montée en compétences des personnels des établissements dans le cadre de leur prise en charge donc de la validation technique. Et l'un des premiers chantiers auxquels nous avons travaillé a consisté donc sur les 2 années écoulées à consolider les actions de formation proposées à ces personnels. Et donc, on a développé une formation qui aujourd'hui se déroule en présentiel sur une journée. Donc, c'est le dispositif de formation actuel qui va être amené à évoluer, j'en parlerai un petit peu plus tard. Aujourd'hui, les formations donc, se déroulent en présentiel. Elles se font sous un format inter, hein, c'est-à-dire qu'elles sont ouvertes à tout valideur technique venant d'un établissement qui prend en charge la validation sur le territoire. Donc ça, ce sont des formations qui se déroulent en général à Paris et à laquelle des valideurs individuels peuvent s'inscrire. On propose également ces formations sous le modèle, on pourrait dire intra, c'est-à-dire à l'intérieur d'établissements précis qui ont une équipe assez importante à former. Dans ce cas-là, on peut se déplacer effectivement dans ces établissements pour les former. Donc, ces formations sont réalisées par Sébastien Mazarez, hein, qui est coordinateur des portails HAL et responsable de l'équipe d'assistance aux utilisateurs. Pour vous donner une idée, un petit peu de volume par rapport à ces formations en présentiel, donc en 2024, on a réalisé 7 sessions de formation pour 65 personnes qui ont été formées. Et pour 2025, donc l'année n'étant pas finie, bien sûr, on en est à 4 sessions pour 26 personnes formées. Voilà pour le premier axe. Deuxième axe de travail par rapport à ce chantier formation, donc on travaille actuellement à l'hybridation de cette modalité de formation donc proposée. Hein, comme je disais, on propose des formations en présentiel aujourd'hui. On travaille à hybrider, c'est-à-dire diversifier hein, les modalités pédagogiques proposées. Donc ça, c'est un chantier que nous menons actuellement et que on envisage de déployer définitivement au début de l'année 2026. L'objectif, c'est de pouvoir proposer une offre de formation diversifiée au personnel donc des établissements prenant en charge la validation technique sous donc différentes modalités que seraient le présentiel, la visio, mais aussi l'auto-formation. Cette diversification des modalités pédagogiques permettra une meilleure adaptation aux situations rencontrées par les personnes dans les établissements, mais également aux besoins identifiés. Alors, quand je parle de situation et de besoins identifiés, là, ici, je parle par exemple de besoin de pouvoir se former rapidement en autonomie pour certaines personnes ou bien de bénéficier pour d'autres d'un accompagnement un peu renforcé. Là, on va pouvoir proposer effectivement les deux possibilités. On va pouvoir également s'adapter à l'effectif de l'équipe qui est à former. Donc là, je précise qu'effectivement, les formations en présentiel auraient vocation à plutôt être réservées aux équipes des établissements qui sont effectivement suffisamment nombreuses pour qu'on puisse se déplacer au sein de l'établissement. Et les valideurs individuels auraient plutôt vocation à pouvoir se former à distance.
Donc on va pouvoir en résumé hein, s'adapter ici au nombre de personnes à former au sein des équipes. Et puis, dernier point, l'objectif que l'on vise donc avec cette offre de formation hybride, c'est de pouvoir également proposer une formation complète permettant de prendre en main donc, les interfaces de validation au travers de tutoriels, de pouvoir s'appuyer sur des recommandations hein, dans la pratique de validation, de pouvoir s'entraîner à la validation dans le cadre d'exercices et puis de pouvoir se tester hein, sur sa capacité à valider en définitive donc des dépôts par des cas pratiques. Donc ici, on travaille dans le cadre de ce chantier à la construction d'une formation complète. Voilà sur la partie formation. Merci Pascal. Maintenant, le deuxième axe de travail sur lequel nous avons avancé cette année, c'est l'élaboration de consignes et de bonnes pratiques pour garantir aux déposants et aux valideurs une validation homogène et cohérente. L'objectif ici, c'était vraiment de, comment dire, de disposer d'une base de connaissances qui permettent à tout acteur de la validation de pouvoir s'appuyer sur des consignes qui permettent de rassurer et de mettre en place, de mener cette pratique de validation de manière sereine. Donc, ce que nous avons réalisé aujourd'hui, donc en interne, c'est une identification de situations de validation qui est basée sur la prévalence des types de documents et des problématiques. Et ensuite, nous nous appuyons sur les expertises et les recommandations du réseau, en particulier de Sorbonne Université et de l'INRIA, qui nous ont gentiment euh, fait parvenir leurs propres consignes et recommandations. L'objectif ici est que ces consignes et ces bonnes pratiques soient mises à disposition de manière parallèle à la formation début 2026. Un troisième axe de travail sur lequel nous nous sommes penchés cette année est donc la sensibilisation en organisant des actions destinées à informer les établissements. Ce webinaire d'aujourd'hui rentre dans cet axe de travail. Nous proposons également de manière complémentaire des rendez-vous préalables et individuels avec le CCSD pour les établissements qui souhaiteraient disposer de données précises concernant le périmètre de la validation de leur établissement, concernant les ressources à mobiliser et concernant des informations plus précises sur la manière d'organiser le travail et la formation qui peut être mise en place de manière personnalisée. Nous proposons également des ateliers de retour d'expérience qui permet de mettre en avant des établissements et des expériences réussies de prise en charge de cette activité. Et 4 ateliers ont été organisés, sont organisés entre 2024 et aujourd'hui, avec, comme vous le voyez, 4 établissements. Les 2 derniers, l'ISARA et l'Université Gustave Eiffel, nous font le plaisir d'intervenir ce jeudi dans le cadre d'un atelier de retour d'expérience. Dernier axe de travail sur lequel nous avons avancé cette année, c'est l'axe de travail qui concerne le réseau et les partenariats. L'objectif pour nous est la mise en place d'un réseau national de valideurs techniques animé par le CCSD. Et pour cela, nous avons réalisé un recrutement en ce début d'année universitaire. Et donc, c'est un nouveau collègue qui s'appelle Timothée Demarque qui va prendre en charge cette animation. Aujourd'hui, le travail va initialement consister à identifier les besoins en termes d'animation euh, et de définir une stratégie qui sera mise en place l'année prochaine. En termes de résultats, nous avons aujourd'hui 16 nouveaux établissements qui se sont engagés dans la prise en charge de cette validation et nous les remercions chaleureusement. Le réseau est constitué d'un peu plus de 40 établissements et l'objectif, vous le voyez ici, est élevé puisqu'il s'agit pour nous que l'ensemble des portails institutionnels prennent en charge cette validation et c'est pourquoi nous menons ces actions de sensibilisation, nous proposons des rendez-vous de prise en charge, etc. Je vais maintenant passer la parole à Sébastien qui va rentrer plus en détail dans l'organisation qui peut être mise en place pour la prise en charge de cette activité.
Merci Hélène. D'abord, bonjour aux collègues nombreux ce matin pour suivre ce webinaire. Effectivement, je vais essayer de rentrer un peu dans le détail de l'organisation qui est à l'œuvre aujourd'hui dans cette activité de validation technique des dépôts dans HAL. Euh, mon message principal est de signifier que cette activité de validation technique des dépôts HAL est une activité mutualisée entre différents acteurs, différents établissements. On en dénombre aujourd'hui 42, 42 établissements qui sont acteurs de la validation, comme le montre la slide, répartis en fonction de leur localisation territoriale. Euh, 42 établissements, dont des organismes de recherche comme les collègues d'INRIA, INRAE, l'INIST qui gère le portail CNRS et qui est amené à valider et à modérer les dépôts pour lesquels les chercheurs CNRS sont auteurs, puis des organismes, des universités en fait, qui participent aussi à ce réseau d'établissements acteurs de la validation comme Sorbonne Université, Nantes Université, l'AMU, Lorraine, et également des écoles comme l'ISARA, qui interviendra cette semaine dans le cadre d'un webinaire aussi pour un retour d'expérience de cette activité de validation technique des dépôts dans HAL. Et nous sommes heureux cette année d'accueillir de nouveaux établissements dans notre réseau d'acteurs de la validation. Alors, je ne les citerai pas tous, mais on peut noter l'arrivée dans ce réseau du PCT, de Paris-Nanterre, de Paris-Dauphine, de l'Université Bourgogne-Europe également. Donc on est ravis de recevoir, voilà, de travailler, de collaborer avec de nouveaux établissements sur cette question de la validation technique. Donc, pour rentrer un peu dans le détail de comment ça se met en place concrètement, donc une activité mutualisée, et cette slide présente en fait la définition du périmètre de validation pour un établissement en charge de la validation technique. Comment se définit justement ce périmètre? Il est à noter que le corpus de dépôt à valider sera défini en fonction de différents critères. Et le premier critère, ça va être les dépôts qui sont soumis dans le portail de l'établissement. Donc tous les dépôts qui sont soumis dans le portail d'établissement participeront du périmètre de validation de l'établissement. Donc ça, c'est le premier critère. Et ce périmètre de dépôt fait dans le portail sera un périmètre exclusif de l'établissement. Et ces dépôts ne seront visibles que par l'établissement valideur. Puis évidemment, le deuxième critère qui participe de la définition du périmètre de validation, ça va être le critère d'affiliation. Donc, pour les dépôts pour lesquels le portail de dépôt est HAL, HAL SHS ou ALTES, alors si un des auteurs est affilié à l'établissement, le dépôt remontera dans le périmètre de validation de l'établissement. Donc, premier critère, les dépôts soumis dans le portail. Deuxième critère, la notion d'affiliation à une structure identifiée et en lien avec l'établissement valideur. Et de ce périmètre de validation, on exclut les dépôts de type média qui sont validés, vérifiés, validés par les équipes du CCSD. Donc trois éléments à retenir, les dépôts soumis dans le portail, les dépôts avec identifiant de structures rattachées à l'établissement et qui sont faits dans les portails génériques AL, ALSHS ou ALTES. Et puis on exclut de ce périmètre les dépôts de type média. Donc ça, c'est au niveau de la définition du périmètre de validation. Alors, comment ça se concrétise? Je parlais tout à l'heure d'une activité mutualisée, d'une activité partagée. Alors, on a pris l'exemple de l'université Grenoble-Alpes. Alors, c'est un exemple qu'on a pris à dessein, hein, puisque, spoiler, l'UGA rejoint notre réseau de valideurs. Donc, pour illustrer cette définition du périmètre et cette activité mutualisée, on a regardé le périmètre du GA sur l'année 2024. Sur ce périmètre UGA 2024, on a vérifié qu'il y avait eu à peu près autour de 10 000 dépôts avec fichiers qui étaient remontés, qui avaient alimenté le portail de cet établissement. Et dans ce périmètre global,
au niveau du corpus partagé, c'est-à-dire en fait le corpus des dépôts qui pourront être pris en charge au niveau de la vérification et de la validation technique par différents acteurs tels que le CNRS, INRIA, INRAE ou le CCSD, on se rend compte que la grande majorité des dépôts pourront être vérifiés et validés par ces acteurs. Donc ça signifie qu'effectivement, cette activité est largement partagée par différents organismes qui, effectivement, en fonction des affiliations, pourront intervenir sur cette activité de vérification et de validation. Et pour illustrer un petit peu ce périmètre, comment ça s'organise, pour l'UGA, seuls 3,8% des dépôts ont été faits dans le portail de l'établissement. Donc, comme je le disais précédemment, ces dépôts seront du périmètre exclusif de l'établissement. Donc, on prend cet exemple pour illustrer un petit peu cette organisation et cette articulation de cette activité entre corpus potentiellement modéré par différents acteurs et corpus exclusif. C'est des éléments qu'on retrouve en fait d'un portail à l'autre et d'un établissement à l'autre. Donc, ça signale en fait que c'est une activité qui pourra être mutualisée. Si on regarde un petit peu sur la slide suivante, les différents types de documents qui sont déposés, donc on a continué avec l'exemple du GA, et on s'est rendu compte que, et ça c'est assez commun aussi à l'ensemble des portails d'établissement, le type de document le plus présent dans le portail du GA, ce sont les articles de revue, donc on est autour de 43 000 dépôts de type article dans le portail UGA dépôts avec fichier, donc c'est les dépôts qui sont à vérifier et à modérer, et autour de 20 000 pour les communications dans un congrès. Et de manière assez systématique, ce sont les types de dépôts qui alimentent de manière assez générale les portails d'établissement. Donc articles communication, ce sont les dépôts, les types de documents majoritairement à modérer par les établissements. Euh, donc on signale cet élément puisque, comme vous le savez, pour accepter un article de revue dans HAL, il est nécessaire de vérifier son éligibilité, notamment juridique. Et pour les articles de revue, comme vous le savez, il est possible de s'appuyer sur une loi, la loi République numérique, qui peut faciliter cette activité de vérification, puisqu'on peut s'appuyer sur ce corpus juridique, sur ces différents articles, pour justement vérifier, contrôler l'éligibilité juridique de ces types de documents en particulier. Slide, oui. On a regardé aussi quelques indicateurs importants pour avoir des éléments en fait d'organisation au niveau de cette activité de validation, avec un objectif de délai de mise en ligne à 48 heures. Donc on tend vers cet objectif de mise en ligne de 48 heures entre la date du dépôt et la date de mise en ligne effective. On a regardé un petit peu en interne au CCSD avec une collègue modératrice le temps en fait maximum par dépôt pour cette activité de contrôle et de vérification. Et on a estimé à 5 minutes le temps maximum passé par dépôt. Donc ce sont des éléments qui peuvent vous permettre d'avoir un peu des idées sur une organisation potentielle dans vos établissements dans le cadre de la prise en charge de cette activité de validation. Et au regard des établissements qui participent déjà de ce réseau de valideurs techniques, on s'est rendu compte, et c'est un peu la même chose au CCSD, qu'il y a des organisations possibles en fonction évidemment des ressources et des moyens à disposition dans les établissements. Et on s'est rendu compte que des organisations étaient possibles par demi-journée, par journée, pour justement organiser du mieux possible cette activité de modération. Souvent, il est nécessaire d'avoir au moins deux collègues qui puissent, dans les établissements, prendre en charge cette activité pour organiser une forme de roulement et que cette activité soit menée dans sa continuité. Et puis, en termes d'organisation, de manière assez systématique, les établissements et le CCSD également met en place des réunions pour justement échanger sur les pratiques, se coordonner, harmoniser ces pratiques et puis essayer de travailler à des cas particuliers qui poseraient des difficultés de vérification. Voilà, quelques éléments pour
pour vous préciser comment vous pourriez vous organiser dans le cadre de cette prise en charge de cette activité de validation. On s'est aussi rendu compte, donc ça c'est des éléments sans doute que vous avez déjà en tête dans vos établissements, qu'il y a des variations du nombre de dépôts en fonction des périodes de l'année. Donc c'est pas nécessairement quelque chose de, de très exceptionnel, mais ça peut vous permettre en fait d'avoir des éléments euh, au niveau des différentes périodes pour vous permettre de vous organiser du mieux possible dans cette prise en charge de cette activité. Donc la période la plus importante en termes de volume de dépôt avec fichier sur une année, nécessairement, c'est au moment de l'automne. Donc c'est entre le mois de septembre et ça déborde désormais sur le mois de janvier, même s'il y a une baisse au moment des fêtes de Noël. Mais le pic, c'est un pic au moment du mois d'octobre ou novembre, où là, pour le coup, on a un volume de dépôt à vérifier qui est le plus important de l'année. Donc ça coïncide en général avec différentes périodes, notamment la période crack. Donc le crack, c'est le compte rendu d'activité chercheur pour les chercheurs CNRS. Donc on a des vagues de dépôts assez massives à ce moment-là. Et puis ça redémarre effectivement au mois de janvier où on a aussi en début d'année des vagues de dépôts et des volumes de dépôts à traiter plus importants. Ce dont on se rend compte au CCSD, c'est que désormais, il n'y a pas véritablement de période très creuse comme on pouvait le connaître ces dernières années et que même pendant l'été, on a quand même des volumes de dépôts qui peuvent être importants. On a eu un pic en juillet cette année. Donc voilà, ça peut vous donner des idées justement de la saisonnalité et de cette activité qui peut effectivement varier et fluctuer au fur et à mesure des périodes de l'année. Et retenez bien qu'il y a deux pics aujourd'hui dans HAL de manière générale. Donc le pic des mois d'automne et puis le début d'année civile qui sont des moments où les dépôts sont les plus nombreux. Donc ça, c'était au niveau de l'année universitaire. Et si on regarde sur une semaine, il y a aussi des variations du nombre de dépôts soumis dans HAL en fonction des jours de la semaine. Donc ce qui est notable, c'est que les jours les plus importants en termes d'activité de dépôt, cette fois-ci, c'est le lundi et puis le jeudi et le vendredi. Donc ça baisse effectivement le week-end, même si le week-end, il y a aussi des dépôts. Mais effectivement, au niveau de la dynamique hebdomadaire, on est plutôt sur des pics de dépôt le lundi, le jeudi et le vendredi de manière assez significative. Donc, un certain nombre de facteurs à considérer pour une organisation efficace dans le cadre de cette prise en charge de l'activité de validation technique des dépôts. Donc on l'a vu, fluctuation au fur et à mesure de l'année, fluctuation même dans le cadre d'une semaine. Et puis évidemment, il y a un certain nombre d'autres facteurs à considérer comme des campagnes. Alors j'ai parlé du crack hein, pour les chercheurs CNRS, crack et RIBAC. Donc ce sont des moments dans l'année souvent enfin, situés au mois d'octobre-novembre, où là, nécessairement, il y a des pics de dépôt. Et puis, il peut y avoir aussi des campagnes de dépôt spécifiques. On le sait, avec des halathons qui sont soit organisés dans le cadre des établissements, soit organisés par nos collègues de Casual au moment du printemps en général. Et puis aussi, autre facteur à considérer, les retours de fermeture d'établissement puisque nécessairement pendant les fermetures d'établissements, nous au CCSD et puis les collègues de l'INIST également arrivent à s'organiser, et puis d'autres hein, arrivent à s'organiser évidemment pour faire en sorte que des dépôts puissent être vérifiés, mais en période creuse, effectivement, il peut y avoir des délais de vérification qui sont un peu plus longs. Et puis des volumes à modérer plus nombreux. Donc voilà, quelques indicateurs contextuels et puis concrètement, comment ça se passe. J'ai parlé de l'organisation, je vais parler un peu des actions et je vais revenir sur des éléments de définition de ce qu'est la validation technique des dépôts dans HAL.
Revenir sur un élément de définition et signifier que la validation technique des dépôts n'est pas une évaluation scientifique, donc il n'est pas euh, on est dans le cadre du contrôle d'une conformité, qui est une conformité technique et juridique de ces fichiers avant leur mise en ligne. Et la vérification va porter principalement sur les métadonnées qui ont été renseignées dans le dépôt et leur cohérence et leur correspondance avec le fichier qui a été déposé. Donc il ne s'agit pas d'une évaluation scientifique, il ne s'agit pas non plus d'une opération de curation et d'enrichissement des métadonnées. Il s'agit d'abord d'une vérification de la conformité, de l'éligibilité du dépôt dans HAL, contrôle en amont de sa mise en ligne. Alors, quels sont les documents qui sont les dépôts, quels sont les dépôts qui sont modérés et vérifiés? Ce sont les dépôts avec fichiers et ou annexes. Comme vous le savez, dans HAL, il est possible de déposer des notices bibliographiques ou des dépôts avec fichiers. Les notices ne sont pas vérifiées avant leur mise en ligne. La validation technique concerne exclusivement les dépôts avec fichiers et ou annexes, avec comme objectif de cette activité d'être au service évidemment du déposant et de la diffusion de la recherche, avec un objectif vers lequel on tend de manière systématique les 48 heures entre le dépôt et sa mise en ligne. Objectif également, évidemment, de contrôler l'accessibilité du fichier et contrôler que ce fichier pourra être librement accessible, exploitable et puis surtout lisible par tout utilisateur de HAL. Là, globalement, les objectifs de cette activité de validation, et si on passe à la slide suivante, au niveau du circuit, donc c'est une slide qui montre aujourd'hui les différentes actions qui sont à la disposition des utilisateurs qui ont des droits de validation technique. Donc, on a mis en place un circuit entre le déposant et le valideur. Et le valideur va avoir accès à un certain nombre de fonctions d'action possibles une fois que le dépôt avec fichier est disponible dans ce qu'on appelle l'espace de vérification du dépôt. Donc, au niveau du circuit, un déposant, un utilisateur fait un dépôt dans HAL, remplit un certain nombre d'informations au niveau du formulaire de dépôt. Et donc, ce dépôt avec fichier et ou annexe parvient dans l'espace de vérification de l'utilisateur qui a des droits de validation technique. Et à partir de ce moment-là, une fois que le dépôt est dans l'espace de vérification, alors un certain nombre d'actions vont être possibles pour le valideur. Bah, tout d'abord, une fois qu'il aura contrôlé l'éligibilité de ces dépôts, il pourra nécessairement le mettre en ligne. Euh, les interfaces de vérification et de HAL permettent également d'éditer en fait la notice pour corriger potentiellement une coquille, euh, modifier quelques éléments, même si ce n'est pas l'enjeu de la vérification, mais les interfaces permettent quand même de faire un certain nombre de modifications sur les dépôts. Et puis d'autres actions possibles, nécessairement, si le dépôt est considéré comme n'étant pas éligible dans HAL, alors le modérateur pourra refuser ce dépôt. C'est notamment le cas de mémoires d'étudiants qui peuvent être déposés dans HAL de manière indue. Alors le valideur, le modérateur pourra en fait refuser ce dépôt en le signalant en fait, en signalant le motif du refus au déposant. Donc, mise en ligne, refus. Il est également possible d'éditer la notice. Et puis, surtout, il est possible d'échanger avec le déposant pour lui faire un certain nombre de demandes de modifications sur les métadonnées qu'il a renseignées ou pour vérifier avec le déposant l'éligibilité, notamment juridique, du dépôt qu'il a soumis dans HAL. Donc des demandes de modification et des échanges peuvent être mis en œuvre entre le modérateur et puis le déposant. Enfin, dernière action possible pour le valideur technique, la possibilité de transformer en notice un dépôt avec fichier. Euh,
dans le cas notamment d'un fichier qui ne serait pas éligible pour des questions de droit, par exemple, dans HAL, alors, au lieu de supprimer ce dépôt, il sera possible de le transformer en notice pour permettre son signalement dans HAL sans le fichier non éligible. Voilà, donc ce sont des actions sur lesquelles on revient nécessairement en formation. Pascal en a parlé tout à l'heure. Donc c'était pour vous donner un peu une idée du circuit qui est à l'œuvre entre le déposant et puis l'établissement valideur euh, dans le cadre de cette activité de validation technique. Hélène, je reviens sur ce qui est vérifié dans ces opérations de validation technique. Donc, on vérifie la cohérence entre les métadonnées qui ont été renseignées dans le formulaire de dépôt, leur cohérence avec le contenu du fichier. Donc, le titre, les auteurs, tous ces éléments en fait qui décrivent la ressource qui est déposée doivent correspondre en fait au fichier qui est déposé. Autre élément très important qui sont vérifiés, le statut juridique du fichier. Il est nécessaire de bien contrôler que le fichier qui est déposé dans HAL et qui va être mis en ligne est conforme avec le cadre légal. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, s'appuyer sur la loi République numérique, notamment pour les articles de revue, est très important puisque on a ce cadre légal qui peut nous permettre de bien contrôler, de bien vérifier que le fichier est éligible dans HAL. Mais aussi, on peut s'appuyer sur les politiques des éditeurs qui peuvent autoriser le dépôt en archive ouverte de telle ou telle version d'un document. Donc, contrôle des métadonnées, contrôle du statut juridique du fichier, et puis on va également vérifier la lisibilité du fichier. Il est nécessaire que l'utilisateur final puisse lire le contenu dans son intégralité. Donc, nécessairement, tous les fichiers qui sont soumis dans HAL et qui sont contrôlés par les valideurs techniques sont vérifiés dans leur intégralité. Alors, il ne s'agit pas évidemment de lire le contenu, mais il s'agit de parcourir, de survoler le document et le fichier pour bien s'assurer que le fichier contient l'intégralité du document qui est déposé. Et enfin, on contrôle. Alors, je dis enfin, alors c'est pas nécessairement dans l'ordre hein, des différents éléments vérifiés, mais on contrôle aussi également l'éligibilité documentaire, c'est-à-dire que il est nécessaire que le dépôt corresponde à un type de document accepté dans HAL. Donc j'ai parlé tout à l'heure des mémoires d'étudiants. Comme vous savez, les mémoires d'étudiants ne sont pas acceptés dans HAL. Voilà un type de document qui n'est pas éligible dans HAL, mais ça concerne également d'autres types de documents comme des articles dans la presse généraliste, par exemple. Voilà, donc les grandes lignes des éléments à vérifier, les métadonnées, le statut juridique, donc ça c'est ce qui pose le plus de difficultés nécessairement, mais on peut s'appuyer sur un cadre, notamment le cadre de la loi République numérique, la lisibilité du fichier, donc vérification plus technique, et puis l'éligibilité documentaire pour vérifier, pour contrôler que le fichier corresponde en fait à ce qui est attendu dans HAL en termes de type de document. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, une fois que ces opérations de vérification et de contrôle ont été réalisées, alors un dépôt peut être mis en ligne s'il répond à un certain nombre de critères. Niveau recherche, est-ce que c'est un type de document accepté dans HAL? Oui, alors on peut le mettre en ligne. Il est nécessaire que le fichier aussi euh, affiche un certain nombre d'éléments nécessaires. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, le titre du document ou le nom des auteurs. Donc ça, c'est des éléments qu'il est nécessaire de vérifier pour bien s'assurer en fait que les éléments biographiques minimums soient bien présents sur le fichier. Et puis, il doit contenir ce fichier le texte intégral du document. Si les métadonnées sont cohérentes avec le fichier et que le dépôt est conforme avec le cadre légal et ou les politiques éditoriales, alors le dépôt pourra être mis en ligne. Alors, je repasse la parole à ma collègue Hélène pour justement revenir sur les bénéfices et ressources.
Merci beaucoup, Sébastien. Une petite aparté concernant les questions qui sont posées dans le module questions-réponses. Nous avons essayé de répondre à un certain nombre d'entre elles. Il en reste pour lesquelles nous apporterons, lorsque nous le pourrons, des réponses à l'oral à la fin de cette présentation. Euh, donc merci, merci Sébastien. Maintenant pour cette dernière partie de ce webinaire, nous allons prendre le temps de vous présenter quelques bénéfices à la prise en charge de cette activité et les ressources sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour instruire la prise en charge de la validation et pour vous former et vous informer. Alors, ces éléments que nous vous présentons aujourd'hui sont issus de réflexions que nous ont rapportées les établissements valideurs. Donc, premier point, la prise en charge de cette activité permet de gagner en autonomie et en maîtrise, à la fois le maîtrise du processus de validation, donc comme le disait Sébastien, à la fois dans sa dimension réglementaire, légale, technique et documentaire, et que vous puissiez aussi, en termes de maîtrise de délai, c'est-à-dire effectuer la validation des dépôts qui relèvent de votre périmètre sans attendre d'autres établissements. De fait, vous gagnez en indépendance opérationnelle dans la diffusion de la production scientifique de votre propre communauté. Vous pouvez également, et c'est un point qui est important, porter une attention particulière à la qualité des données qui décrivent les documents et à leur conformité. C'est-à-dire que vous pouvez, lorsque vous êtes en capacité, lorsque vous prenez en charge cette activité, d'apporter, comme le disait tout à l'heure Sébastien, des corrections sur les métadonnées qui sont obligatoires. Vous vous assurez que les fichiers sont des bons fichiers et que les droits sont respectés. De fait, la prise en charge de cette activité vous permet de vous assurer du respect des obligations réglementaires de dépôt et d'éviter d'éventuelles difficultés ultérieures. Autre bénéfice à prendre en considération, l'expertise interne. Donc évidemment, lorsque vous intégrez cette activité aux autres activités que vous avez autour de HAL, hein, que ce soit en termes de administration du portail HAL, animation d'un réseau local, formation de votre communauté scientifique, curation des métadonnées avec la détection de doublons, la fusion de comptes, etc. Vous pouvez également vous compléter l'expertise que vous avez sur HAL par l'expertise relative à la validation. Et donc, il est question ici de développer une nouvelle expertise en lien avec elle, ce qui fait que de fait, vous êtes en position de maîtriser l'ensemble de la chaîne de traitement de HAL, du dépôt jusqu'à la mise en ligne des documents. Euh, Au niveau interne, c'est aussi l'occasion d'engager une formation de vos équipes aux enjeux de la science ouverte et de la compléter par des éléments plus spécifiques en lien avec la validation technique. De fait, vous intégrez également un réseau d'établissements. Nous l'avons vu tout à l'heure, ce réseau est aujourd'hui composé de 42 membres, un réseau qui s'étend au niveau national. Vous allez pouvoir échanger avec d'autres établissements sur des bonnes pratiques. Vous allez pouvoir harmoniser vos pratiques. Vous allez pouvoir poser des questions à la fois au CCSD et aux autres établissements pour vous permettre de traiter des cas qui peuvent parfois poser quelques difficultés ou pour lesquels plusieurs solutions sont à envisager pour ce qui est de la validation. Vous allez également être en position de participer aux évolutions de la plateforme HAL, de manière à ce qu'elle puisse encore mieux, encore plus répondre à vos besoins spécifiques. D'autres bénéfices à prendre en considération, la réduction des délais de mise en ligne au bénéfice des chercheurs. Nous le savons tous et toutes, la question de la mise à disposition du fichier est perçue par les chercheurs comme étant un point essentiel. Euh,
en particulier face aux potentielles urgences. Alors le terme urgence est évidemment à prendre avec des guillemets, mais nous sommes tous et toutes confrontés parfois à des situations où un chercheur dépose le support d'une communication dans le cadre d'un congrès, d'une conférence ou d'un colloque et avec la nécessité de la mise à disposition de ce fichier pour la présentation. Lorsque des chercheurs déposent un article qu'ils souhaitent ensuite proposer à une revue ou des préprints qui doivent faire l'objet d'un séminaire. Donc c'est vrai que cette prise en charge vous permet d'être réactif et donc d'apporter un accompagnement, un support euh, personnalisé à vos propres communautés. Donc, quand j'évoque la question de l'accompagnement personnalisé, c'est aussi l'occasion, et ce sont les établissements qui le prennent en charge, qui nous ont confié que de manière corollaire, la prise en charge de cette activité permet d'adapter des formations, des conseils aux spécificités de vos communautés et de mener des actions de formation et de sensibilisation des chercheurs au dépôt d'Enral, évidemment, mais aussi au-delà, puisque c'est l'occasion bien souvent d'ouvrir des espaces de dialogue sur d'autres sujets que HAL et d'aborder les questions de sens ouverte de manière plus générale, d'aborder des questions relatives au dépôt de données, au logiciel et au code source, ce qui donne de la visibilité à votre activité en faveur de la science ouverte. Si vous souhaitez vous lancer dans la prise en charge de cette activité, nous vous invitons à nous contacter, Sébastien et moi, et nous vous proposerons un rendez-vous individuel qui nous permettra d'instruire précisément votre situation à partir des données de votre situation en particulier et de définir, et là, en fonction des éléments que vous a présentés Sébastien tout à l'heure, le périmètre de la validation qui vous concerne, qui bien souvent est inférieur à ce que l'on peut projeter, imaginer. Donc, je vous invite vraiment à nous contacter pour prendre rendez-vous. Ce sera l'occasion de discuter ensemble de votre situation et d'envisager de quelle manière vous pourriez la prendre en charge, sous quel délai et dans quelles conditions. L'idée est vraiment de vous accompagner pas à pas dans la prise en charge de cette activité. Cela a été évoqué par Pascal. Nous vous proposons une formation qui accompagne cette prise en charge de manière à vous permettre de la pratiquer de manière sereine, tant sur les questions techniques, pratiques que juridiques. Et bien entendu, nous mettons à disposition un ensemble de ressources. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, des recommandations et des consignes sont en cours de rédaction et seront mises à disposition sous forme de base de connaissances. Un cadre réglementaire, contractuel est en cours de rédaction avec un certain nombre de partenaires volontaires, donc d'établissements issus de l'Assemblée des partenaires de Halle, qui clarifient les droits et responsabilités des établissements et des valideurs techniques au regard de cette activité de validation technique. Cette convention de partenariat est en cours de finalisation puisque nous procédons à la phase de relecture, de dernière relecture, et qu'elle sera mise à disposition en début d'année prochaine pour la période 2026-2028. Nous avons également un certain nombre de webinaires en replay sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour monter en compétence sur des questions de licence, de stratégie de non-cession exclusive des droits. Ces webinaires sont consultables sur la chaîne Canalu du CCSD et en particulier le Parlons Sciences Ouvertes, le webinaire sur les licences, a été utilisé pour concevoir un module d'auto-formation à l'usage des licences dans HAL. Bien entendu, vous pouvez vous appuyer sur un certain nombre de guides qui ont été produits par le COSO, en particulier sur l'application de la loi pour une république numérique. Euh, Notre réseau, tout à l'heure, on l'évoquait ensemble, s'appuie sur une liste de discussion qui s'appelle Modération HAL et à laquelle a accès tout valideur technique qui rejoint le réseau. Et nous envisageons des webinaires dans le cadre de ce réseau et des ateliers. Et le webinaire d'aujourd'hui est un préambule à ce que nous pourrons vous proposer l'année prochaine.
Cette activité, nous le savons, est une activité qui peut être perçue comme étant chronophage. Euh, un moyen pour vous de vous rassurer est de prendre contact avec nous et de manière à ce que nous puissions instruire plus précisément votre situation. Dans tous les cas, nous laissons le temps aux établissements de s'organiser pour cette prise en charge. Aujourd'hui, nous n'avons pas pour objectif de vous contraindre à cette prise en charge dans un délai très court. Bien écoutez, merci pour votre attention et merci à mes collègues d'avoir assuré ce webinaire. Nous allons peut-être maintenant passer à la phase de questions. Il nous reste une quarantaine de minutes. Si nous répondons à toutes les questions avant 11 heures, nous clôturerons ce webinaire sur les dernières questions. Nous avons essayé de répondre à un certain nombre de questions directement dans le module de questions-réponses. Je vais prendre le relais sur celles qui n'ont pas été encore, euh, pour lesquelles il n'y a pas encore eu de réponse qui a été répondue, qui a été apportée par écrit. Première question que je vais poser à Sébastien qui émane de Nicolas Jardin, qui s'inquiète du fait que les laboratoires de son établissement sont en multitutelle avec de gros établissements qui n'ont pas forcément pris la validation. Si donc son établissement prend en charge cette activité, est-ce que le risque n'est pas de se retrouver avec de la modération de tous les dépôts de ces établissements que nous n'aurons pas le temps de traiter? Donc, il estime avoir le temps de traiter les dépôts des chercheurs de son propre établissement, mais pas de l'ensemble du périmètre des tutelles. Sébastien, je te laisse la parole. Oui, alors pour répondre justement à ce type d'inquiétude, un premier échange en fait en visio avec un certain nombre d'indicateurs pourrait en fait être judicieux pour essayer d'évaluer justement la charge de cette activité. On a bien conscience que selon les établissements, les ressources et les moyens à disposition peuvent fluctuer nécessairement. Donc, comme il s'agit d'une activité mutualisée, effectivement, soit l'établissement co-tutelle n'a pas cette activité dans son périmètre, donc nécessairement, il ne pourra pas y avoir de prise en charge par l'autre établissement. Mais s'il y a effectivement une co-tutelle CNRS, par exemple, alors les collègues de l'INIST pourront prendre en charge aussi les dépôts concernés. Et puis nous, au CCSD, on assure en fait la validation de l'ensemble des dépôts, quelles que soient les affiliations. Donc il y a toujours cette possibilité que le dépôt soit pris en charge par les équipes du CCSD. Donc ça fait déjà deux pistes, hein. Soit l'auteur dépend d'un laboratoire qui a l'école centrale de Lyon plus le CNRS comme tutelle, alors les collègues de l'INIST et du CCSD peuvent le prendre en charge, ou alors dans d'autres cas, soit il y a un autre établissement qui a la validation dans son périmètre, alors il peut également le prendre en charge, ou alors les collègues du CCSD peuvent prendre en charge ces dépôts. Donc il y a différentes possibilités de prise en charge. Mais il est peut-être intéressant d'envisager en fait un premier échange pour justement évaluer la situation un peu plus dans le détail, notamment en termes de volumétrie. Donc n'hésitez pas. Merci Sébastien. Une autre question, alors peut-être un peu plus complexe de Laurent Jonchère. Connaît-on le pourcentage de déposants qui ne donnent pas suite aux demandes de modification ou refus de validation? Si pas de réaction, dans quel délai le fichier est-il supprimé? Alors, je ne vais pas pouvoir répondre à Laurent spontanément parce que je n'ai pas le pourcentage de déposants. Mais c'est une bonne question. Je pense qu'il est tout à fait envisageable d'avoir cet indicateur, a priori. Euh, je rappelle qu'il y a eu un message de ma collègue Agnès Magron, responsable de la communication au CCSD, qui était juste avant l'été et qui a fait état d'un nettoyage de la base de données de HAL. Et notamment pour répondre à la question de est-ce que après un certain délai le fichier est supprimé ou pas, effectivement on a mis en place une campagne de suppression des données de dépôt en attente de modification suite à une demande de modération
depuis plus de 2 ans. Donc, il y avait autour de 21 000 documents pour lesquels une demande de modération avait été réalisée depuis plus de 2 ans. Donc, les données ont été retirées de la base et archivées localement pour garder trace. Mais je pense que c'est une piste intéressante d'envisager en fait effectivement des campagnes régulières, voire un délai à partir duquel, si le dépôt ne reçoit pas de réponse après une demande de modification, alors il est retiré. Merci Sébastien. Une autre question d'Eva Legras concernant la validation des dépôts de code. Est-ce que la validation technique en local intègre les dépôts de code? Alors effectivement, tout établissement qui prend en charge la validation technique des dépôts va avoir dans son périmètre de modération les codes sources de logiciels. Dans le périmètre de validation des établissements, on exclut uniquement les médias, mais les codes sources, effectivement, seront bien présents dans le périmètre. Et ce qu'on essaye de mettre en place de manière régulière avec les collègues de Software Heritage, avec qui on est en partenariat sur ces questions d'archivage, de diffusion des codes sources de logiciels, c'est des temps de formation dédiés puisque comme il s'agit d'un objet en fait assez particulier, il fait appel à des compétences différentes en termes de modération. Aujourd'hui, la journée de formation que nous proposons à la validation technique des dépôts ne concerne pas effectivement les codes sources. Donc c'est pour ça qu'on met en place en général des actions avec, avec les collègues de Software Heritage sur ces aspects-là. Donc aujourd'hui, les codes sources de logiciels, on en a autour de 1900 dans HAL sur un volume global de 4 millions de dépôts, donc 1,5 million avec fichiers. Donc c'est tout petit périmètre pour le moment des dépôts de HAL, mais c'est effectivement une bonne question. Ça fait appel à des compétences différentes, donc on essaie de mettre en place des formations dédiées. Merci Sébastien. Une question concernant de Jolanta Usan concernant la différence entre corpus exclusif et corpus Alors peut-être partagé. qu'on est allé un peu trop vite ce matin sur ces aspects-là, sur lesquels on revient plus longuement, soit dans le cadre d'échanges en visio, soit dans le cadre de la formation. Le corpus exclusif de validation technique, donc spécifique et propre à l'établissement, concerne uniquement les dépôts qui sont faits dans le portail de l'établissement. Comme vous le savez, dans les portails d'établissement, il est possible de faire des dépôts. Alors, si le dépôt est fait dans le portail, alors il ne sera visible que dans l'espace de modération de l'établissement. Donc c'est la différence avec le corpus partagé qui peut être visible par différents acteurs en fonction des affiliations qui ont été renseignées pour rattacher les auteurs dans le dépôt. Et là, pour le coup, le même dépôt peut être visible dans différents espaces de modération. Si ce dépôt a été fait dans HAL, par exemple, donc HAL générique, alors ce dépôt pourra être visible dans différents espaces de modération. Et ça signifie que si un dépôt est fait dans un portail, mais que l'auteur n'est pas du tout rattaché à l'établissement du portail sur lequel il a fait le dépôt, alors il sera tout à fait possible aussi de transférer au CCSD le dépôt pour qu'il ne soit plus visible dans le portail de l'établissement. Donc je rajoute cet élément puisque c'est une question qui a été posée tout à l'heure dans le chat. Donc j'espère que ça répond à la question, Jolinta. Merci beaucoup, Sébastien. Peut-être est-ce que il y a une demande pour montrer à quoi ressemble l'interface. Est-ce que tu penses pouvoir partager ton écran? Je vais essayer de le partager effectivement. Donc aujourd'hui, euh, je vais montrer rapidement. Donc d'abord se connecter à Al, et si des droits de validation technique sont associés au compte utilisateur avec lequel on se connecte, on va avoir accès ici à un menu, un sous-menu de modération, administré dans Al, modération. Et là, on va avoir accès à deux sous-menus, un menu de vérification. Donc à partir de ce menu, on va accéder en fait à la liste des dépôts
à vérifier et à modérer. Ou alors, je ne rentre pas dans le détail, mais il est également possible d'accéder à ce qu'on appelle les réponses prédéfinies, qui peuvent être utiles pour échanger justement avec les déposants. Donc si je clique sur vérifier, en fait, l'interface va proposer ici l'ensemble la liste en fait des dépôts qu'il me reste à vérifier avant leur mise en ligne. Donc aujourd'hui, j'en ai 71 sur ce périmètre. Et donc, ça prend cette forme, donc une liste avec la possibilité de filtrer cette liste en fonction des différents éléments, de trier aussi certaines colonnes du tableau, notamment par date de dépôt. Donc ça peut être très utile quand on est dans le cadre d'une vérification des dépôts, justement de prioriser les dépôts les plus anciens. Donc voilà, je peux faire un certain nombre d'opérations sur cette liste et je peux également filtrer par le portail de dépôt. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Ici, je suis sur justement un compte utilisateur qui a des droits de modération sur le portail de l'Université Grenoble-Alpes. Alors je vais pouvoir trier en fonction du portail de dépôt pour soit prioriser les dépôts qui sont faits sur mon portail, soit les laisser la liste en l'état et utiliser d'autres critères de hiérarchisation, de priorisation. Donc on est sur une liste qui correspond au périmètre des dépôts à modérer et donc avec un certain nombre d'éléments qu'on décrit et sur lesquels on revient dans le cadre de la formation. Et il s'agit en fait de cliquer sur un des dépôts à modérer pour pouvoir accéder en fait aux éléments, aux métadonnées qui ont été renseignés dans le formulaire de dépôt. Donc voilà, tous les dépôts, le fichier est ici, donc il est possible après de télécharger, d'ouvrir le fichier, de le mettre en vis-à-vis avec le formulaire pour justement pouvoir vérifier les éléments, les métadonnées et vérifier leur cohérence avec ce qui a été déclaré et le contenu du fichier. Et puis ici, je vais avoir l'historique du dépôt, donc il reprend l'ensemble des opérations qui ont été réalisées depuis la création du dépôt, les différentes demandes de modification. Là, on voit qu'il y a déjà eu des échanges au niveau de la modération pour essayer de, de bien vérifier la conformité et l'éligibilité du dépôt dans HAL. Et je vais avoir ici, tout en bas du formulaire, l'ensemble des actions que j'ai décrites tout à fait rapidement tout à l'heure, l'ensemble des actions qui sont à la disposition des valideurs techniques et qui peuvent actionner justement pour justement soit mettre en ligne le document, soit le refuser s'il n'est pas éligible, soit éditer la notice également au besoin. Et puis, comme on l'a vu, dans ce dépôt, il y a déjà eu des demandes de modification, des échanges avec le déposant. Donc, on a un bouton qui va permettre de procéder à ces échanges avec un certain nombre de réponses prédéfinies qui peuvent être mobilisées pour justement échanger avec le déposant. Voilà, donc une première interface avec l'ensemble du périmètre des dépôts à modérer, donc une interface générale, et puis après, on clique sur le dépôt à modérer, on arrive sur une interface spécifique au dépôt avec l'ensemble des actions tout en bas, l'historique du dépôt, et puis la possibilité d'éditer après le dépôt pour pouvoir modifier des éléments au besoin. Voilà, petite démonstration très rapide, en espérant que ça réponde à la demande. Merci beaucoup, Sébastien. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Nous avons encore un petit peu le temps pour ça. N'hésitez pas à les poser dans le module de questions-réponses. Juste pour compléter, Laurent Jonchère, suite à la réponse que tu as apportée, euh, estime qu'un délai plus court lui semblerait être une bonne solution pour le nettoyage de la base. Oui, oui, nous, dans nos projections, c'était pas faire ce type de campagne tous les 2 ans, mais sans doute, il y a un process à systématiser avec des délais effectivement plus courts que 2 ans, oui. Ça, ça paraît assez pertinent comme piste, oui.
Il me semble on a fait le tour des questions et de cette présentation. Nous sommes allés bien plus vite que prévu. Euh, mais finalement, voilà, ça va laisser le temps à l'ensemble des participants de retourner à leurs occupations. Je vous invite, celles et ceux qui souhaitent poursuivre la discussion avec nous, à nous contacter pour que nous puissions discuter de votre situation en particulier et pour envisager de quelle manière nous pourrions vous accompagner dans cette prise en charge. Vous avez eu nos adresses dans les slides. Voilà. Donc, je vous remercie. Nous vous remercions tous et toutes de votre large participation. Nous espérons avoir répondu à vos questions et vous avoir permis d'y voir un peu plus clair concernant cette activité. Nous vous donnons rendez-vous ce jeudi matin pour le webinaire, le retour d'expérience des collègues de l'ISARA et de Gustave Eiffel dont je profite pour les remercier ce matin. Et vous donne rendez-vous bientôt. Donc, merci beaucoup. Bonne journée à tous et à toutes.